Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Télé, radio, journaux, réseaux sociaux, nous vivons dans un monde hyper connecté, hyper informé. Je vous propose donc de prendre du recul pendant quelques minutes avec moi et Eric Miner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue. Ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi le public est souvent attiré par le malheur des autres, les drames, les infos anxiogènes. En janvier dernier, avec l'attentat contre Charlie Hebdo et la prise d'otage de l'hypercachère, les chaînes d'information en continu avaient battu des records d'audience. Le 13 novembre, lors des attaques à Paris, BFM TV a réuni 2,5 millions de téléspectateurs pendant la soirée. Comment on explique de tels résultats ? Est-ce que c'est un besoin finalement logique d'être informé, un besoin de comprendre, ou c'est un peu du voyeurisme morbide ? Alors là, dans ces deux cas précis, à savoir Charlie Hebdo et le 13 novembre, on n'a pas du tout affaire à un voyeurisme morbide, on a surtout affaire à la volonté de gérer sa peur, en fait. Et la peur, souvent, quelle que soit la culture dont on est issu, elle se traite souvent en collectivement. Donc, déjà, c'est être informé aussi de l'événement. Quand je pense au 13 novembre, on a tous regardé pour voir où ça se passait, si on était impliqué d'une manière ou d'une autre aussi. On est terrifié devant les enjeux qui se mettent en mouvement devant nous. Et on gère cette peur en regardant en boucle, en assimilant l'impossible, en fait. Il n'y a pas de complexe à avoir du coup quand on veut être informé absolument dans ces moments-là. Non, parce que c'était une information bienveillante. En fait, les gens, on était tous consternés d'une manière. Parce que là, on n'est pas. Bon, l'anthropologie ne travaille pas sur des niveaux psychologiques, bien sûr. Chacun interprète encore à sa façon son rapport à la mort, son rapport à l'autre, son rapport à son espace privé. Mais là, pour rester sur des logiques collectives, c'est vraiment un besoin d'assimiler l'impensable. Comme la mort est impensable dans notre société. Et c'est pour ça aussi que dans ces moments-là, le téléspectateur ne va pas regarder forcément des émissions plus légères qui pourraient l'aider. Je pense qu'il y a si on regardait les taux d'audience, il y a sûrement du léger, mais je pense, déjà tout le monde diffusait à peu près la même chose, oui. Donc c'était difficile d'être dans le léger, mais je pense que la logique veut que soit on est dans la fuite totale, dans ce on peut tous être dans la fuite à un moment ou à un autre, on a tous vécu ça face à un deuil, là c'est un deuil collectif, on peut être dans le déni. Oui, pourquoi pas, mais c'est toujours en réaction à cet événement-là. On peut difficilement, une fois qu'on a eu l'information... C'est cet événement-là qui implique le fait qu'on va peut-être regarder quelque chose de plus léger. C'est pas l'envie de regarder un truc plus léger initialement. Oui, c'est le poids de l'horreur insurmontable et surtout le sentiment à la fois d'une colère incroyable. Au-delà de la peur, c'est surtout la colère très rapidement qui s'est mise en mouvement. Et puis l'impuissance. Se sentir impuissant, c'est terrifiant. Plus généralement, quand on a des informations malheureuses comme celle-ci, mais pas forcément celle-ci particulièrement, mais des informations malheureuses, est-ce que c'est fantaisiste de dire que quand on regarde les malheurs des autres à la télévision, c'est aussi une façon de se réconforter et de se dire finalement, eh bien moi les choses ne vont pas si mal que cela et j'ai peut-être un peu de chance. Est-ce qu'il y a cette part-là aussi qui entre en compte ? Je suis pas sûr, en fait, que ça soit vraiment un élément moteur. Je pense qu'il y a toujours dans ce type de réponse une multitude de paramètres, de vecteurs qui font que, oui, je sais pas. Bon, ça renvoie souvent à nos propres expériences, bien sûr, mais là, c'est quand même, on est face. Je garde bien les deux exemples en tête. On est face avec Charlie, c'était vraiment une sorte d'incohérence totale par rapport à cette liberté d'expression, parce que même, bon. Peu de gens lisaient Charlie Hebdo, finalement. Mais on a bien vu que ça faisait partie de notre patrimoine génétique culturel, qu'on touchait à notre liberté d'expression, au plus profond de ce qu'elle représente. Et on a pris conscience, finalement, de du précieux que ces personnes dont ces personnes étaient les garants. Dans le cas du 13 novembre, on a affaire, là, à quelque chose qui nous touche plus personnellement. Terrasse de café, la fête, le Bataclan, ouais. Le concert, une génération, on l'a bien vu dans toutes les biographies qui sont sorties dans le monde, des gens tous exceptionnels, incroyables, une génération éduquée, ouverte, laïque, généreuse, enfin c'est ce qu'on ressent de tous ces parcours de vie. Donc ce soir-là, bon, on n'avait pas évidemment toutes les données, mais on était touchés là dans notre force collective, vraiment.
Oublions les attentats maintenant. Oublions. Parlons des émissions à succès, des émissions qui marchent beaucoup ces dernières années, quand l'on a vu se multiplier sur les chaînes de télévision, les émissions consacrées aux faits divers, Faites entrer l'accusé sur France 2, Enquête criminelle sur W9 ou encore Crime sur NRJ12. Là encore, qu'est-ce qui attire les téléspectateurs ? Est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle ces émissions marchent ? Alors là c'est une bonne question et c'est vrai qu'on a tendance à la coupler avec des séries. Parce que là, vous parlez de... C'est pas Esprit criminel, si ça, c'est la série Esprit criminel. Exactement, Enquête criminelle. Enquête criminelle, oui, pardon. C'est vrai qu'il y a un... Oui, il y a sûrement un jeu de mots titre, complètement cohérent. Donc là, il y a deux approches différentes. Je pense que dans le cas des séries, y compris des séries type Enquête, on a vraiment affaire à un rapport à son espace privé, parce que c'est ça qui importe, c'est de voir que les événements dont on parle, ils sont spatialisés, c'est-à-dire que nous on est devant notre poste, chez nous, dans notre salon, bien au chaud. Il n'était pas très froid le 13 novembre même. Mais en tout cas, on est sécurisé. Donc ça change toute la perception qu'on va avoir de l'extérieur. On décide de ce qu'on accepte de partager dans notre espace privé. Ça, c'est très important. Donc dans le cas des séries, on a vraiment affaire à presque des amis qui viennent régulièrement nous amener quelque chose qui au départ pouvait être très anxiogène, comme Esprit criminel. Les premiers épisodes, j'ai un souvenir, je trouvais ça assez choquant, même assez violent. Et puis au final, on s'est habitué à la mécanique finalement de la série. Et donc on revoit ces gens comme on revoit des cousins en fait. C'est des amis proches qui viennent et qui nous rassurent parce qu'il y a quelque chose de compréhensible. Hein. Et puis c'est toujours le bien qui finalement met un coup de griffe à la noirceur du monde. Dans le cas des émissions voilà, plus autour de l'enquête, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être informé sur une affaire qui a pu se passer aux États-Unis. Oui, mais c'est peut-être plus un rapport au polar en fait. C'est plus comprendre la mécanique, de voir aussi la diversité des autres. Je pense pas qu'il y a ni de voyeurisme ni de perversion dans le fait de regarder ces émissions-là. C'est juste de se dire comment on peut arriver à avoir une mécanique psychologique aussi complexe et qui passe inaperçue à un moment dans l'histoire de la personne et de son groupe ou de sa famille, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, pour faire de l'audience, il faut absolument faire des émissions de ce type-là ou toujours présenter que de mauvaises nouvelles ou de nouvelles malheureuses, ou il y a de l'espoir finalement pour des informations d'un autre type ? Alors, le problème... C'est l'impression qu'on a aujourd'hui, surtout depuis les attentats, mais même avant, ça l'était. Même avant, on est dans une société exceptionnelle. Je vois bien, moi je suis anthropologue, donc je travaille sur le quotidien des gens. C'est-à-dire le quotidien des pygmées, c'est tous les jours à peu près la même chose, c'est pas non plus fascinant. Donc le problème est là, c'est-à-dire comment on va petit à petit s'intéresser aussi à des choses, parce que 99,9% de notre temps, c'est quand même des choses plutôt positives. On va au marché, on va pas se battre dans la forêt pour essayer de trouver une subsistance quelconque, même si les pygmées sont pas dans une situation de survie, ils sont dans une situation cohérente. Mais le problème, c'est que si on continue d'être dans l'exceptionnel, je ne sais pas si on pourra vraiment atteindre quelque chose de si léger, mais il y a des choses légères, du cabaret, mais c'est toujours exceptionnel aussi. Voilà, c'est le type qui est capable d'avoir le nez le plus long du monde ou de faire telle figure. On n'est pas dans le quotidien, c'est ça le truc. Les émissions... Ouais, ça décale complètement du quotidien. En fait, ce qui me fait dire que, au final, le quotidien est frais. C'est-à-dire qu'on finit par être plus intéressé par le virtuel ou ce que propose la télévision que par sa propre réalité dans laquelle on se sent de moins en moins capable d'intervenir. Merci Eric Miner d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes anthropologue. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Merci également à l'hôtel Best Western 1er, Opéra Liège, de nous avoir accueillis. Excellente soirée à tous. Bonne soirée.